avec son université de la période médiévale, mais de l'autre côté de la rue, tu as aussi un autre petit bout d'histoire avec le premier charity shop, le premier magasin de charité ouvert en Grande-Bretagne. C'est l'ONG britannique Oxfam, connue dans le monde entier, qui a ouvert en décembre 1947 cette première boutique de charité. Depuis, le modèle a été abondamment copié. Il y a en Grande-Bretagne actuellement 7500 magasins de ce type pour toutes les bonnes œuvres possibles et imaginables. Allons voir à l'intérieur comment ça fonctionne. Hop. Avant d'entrer, il faut expliquer qu'Oxfam est une des 3 premières associations britanniques. Oxfam, ça veut dire Oxford contre la faim. Autrement dit, sa spécialité, eh bien, c'est le secours d'urgence, ou plutôt et surtout d'ailleurs, l'aide au développement. Hello Jan. Hello. How are you? Very well, thank you. Quel type d'articles vous vendez? Nous avons tout un bric-à-brac, à partir d'articles de maison, des bijoux, des vêtements pour femmes et pour hommes. Mais ce qui se vend le mieux en ce moment, c'est la musique. Bonjour, alors qu'est-ce que vous venez de faire là? Je viens de donner quelques vêtements qui appartiennent à ma femme. Pourquoi faites-vous ça? Pour différentes raisons. En partie pour se débarrasser de nos vieilles affaires. Et aussi, on ne veut pas nuire à l'environnement. Et puis, Oxfam, c'est une bonne ONG. Faire son shopping dans un magasin de charité en Angleterre, c'est entrer dans les mœurs. Il n'y a aucune honte à venir acheter des articles de seconde main. D'ailleurs, Anthony, je t'ai acheté une belle cravate et une belle chemise. Je pense que ce n'est pas nécessaire d'acheter trop de nouveaux vêtements. C'est bien mieux de recycler. Ensuite, dans un charity shop, vous pouvez trouver des merveilles que vous ne trouveriez jamais ailleurs. Ouh, it's not... C'est a bit flashy, isn't it? A bit flashy, yes. Est-ce que vous faites beaucoup de bénéfices à partir de ce magasin, de tous les objets qu'on vous donne? Nous faisons un profit annuel de 165 000 €. Oui, seulement pour ce magasin. Et pour l'ensemble d'Oxfam, le total est supérieur à 22 millions d'euros. Avec ce bric-à-brac? Bric-à-brac. Oui, avec tout ce dont les gens ne veulent plus. Alors Anthony, j'ai fait mon shopping citoyen, je vais voir combien ça va me coûter. $13.97, please. Bon, à peu près 15 €, d'accord, je ne me suis pas ruiné, mais après tout, c'est le geste qui compte. Bon, c'est sympa, mais ce McCartney-là, je l'ai déjà. C'est pas grave, je vais le donner à Emmaüs. Cela dit, les ONG britanniques sont parmi les plus riches au monde. Oxfam, par exemple, a récolté l'année dernière, en 2009, rien que pour la Grande-Bretagne, quelque chose comme 300 millions d'euros de dons privés. Et c'est sans compter les charity shops. À titre de comparaison, Médecins sans frontières a récolté à peu près la même somme, mais dans toute l'Europe. Autrement dit, la Grande-Bretagne est bel et bien l'Eldorado du don privé. Un Eldorado très bien organisé. Je suis ici dans un salon professionnel avec 50 exposants du secteur associatif et caritatif, avec parmi tous ces gens beaucoup de fundraisers. Le fundraising, c'est un concept très anglo-saxon. Ce sont les hommes et les femmes qui lèvent les fonds pour les organisations caritatives. Alors Fabienne Poulet, vous êtes fundraiser. On dit comment en français d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une traduction? Non, j'ai toujours de la difficulté à expliquer en France ce que je fais exactement comme boulot. Donc non. Est-ce qu'il y a des tendances dans le marché du fundraising, si on ose dire? Toujours, ça change. Par exemple, maintenant, beaucoup d'organisations utilisent les réseaux sociaux pour développer leurs membres, pour développer une relation avec de nouveaux membres, pour développer des nouveaux types de financement. Donc, il y a toujours de nouvelles tendances. Alors Anthony, je me trouve ici dans un stand où on vend des produits marketing spécialement pour les organisations caritatives, avec donc un grand classique du fundraising, des ballons baudruche pour faire de la publicité pour des organisations caritatives contre le diabète ou contre la leucémie. Est-ce que, en tant que fundraiser, vous vous voyez comme une femme d'affaires? Une femme d'affaires. Oui, je suis une femme d'affaires, absolument. Parce que vous développez des relations d'entreprise à entreprise ou d'entreprise à client. Donc la charité, c'est un business. Bien sûr que tout ça, c'est du business.
Chaque année, le marathon de Londres apporte énormément d'argent aux organisations caritatives. Elles se voient allouer un certain nombre de dossards qu'elles vendent aux concurrents au prix fort. Ici, ça n'est pas encore le marathon de Londres, mais le principe reste le même. Ces gens ont payé assez cher pour le privilège d'une course verticale. Je vais monter 42 étages en courant en moins de 10 minutes, j'espère. Nous avons récolté des fonds pour cette bonne cause auprès de notre famille, de nos amis, de nos clients. Good luck then. Thank you. Alors comme je n'ai pas récolté de fonds pour l'organisation Shelter, une organisation d'aide aux sans domicile fixe, je vais être obligé de prendre l'ascenseur malheureusement. Thank you. Ah, c'est vraiment le dernier étage, c'était le plus dur. Hein. Je suis ici au point le plus élevé de la City, avec toutes ces banques, ces institutions financières. C'est bien sûr une grosse source de revenus pour les organisations caritatives. Mais la crise est passée par là et ça a frappé de plein fouet les organisations caritatives. C'est vraiment difficile de lever des fonds en ce moment. Il faut donc innover, comme avec cette course verticale. C'est quelque chose de nouveau et de différent. Comment les participants à cette course verticale s'y prennent-ils pour récolter des fonds et combien vous attendez en termes de fonds récoltés aujourd'hui? Ils font toutes sortes de choses. Ça va de la journée de bureau en tenue décontractée à la vente de gâteaux en passant par la soirée quiz. La plupart des participants ont un objectif de 400 €, mais ils vont souvent au-delà. Nous espérons récolter 275 000 € aujourd'hui. Décidément, les Britanniques sont des financiers nés. Ils ont même inventé le don qui rapporte. Je m'explique. Lorsque vous envoyez un chèque à votre association préférée, le mieux que vous puissiez espérer, c'est une gentille lettre de remerciement et une petite ristourne sur vos impôts. Eh bien, en Grande-Bretagne, ils vont plus loin. Ils ont inventé ce qu'ils appellent l'investissement philanthropique. Justement, Christian s'est rendu dans un tout nouveau club d'investisseuses, puisqu'il s'agit de femmes, qui s'appelle Make a Difference. Faites la différence. Pouvez-vous me dire quel type d'entreprise sociale vous allez aider, dans lesquelles vous allez investir et quel retour sur investissement vous pouvez attendre? Nous voulons soutenir par exemple une entreprise dans l'Est de Londres qui prête à des gens très pauvres, souvent sans compte bancaire. Ça, c'est de l'entrepreneuriat social, du microcrédit, un peu comme au Bangladesh. Le second type d'investissement, c'est dans le domaine culturel. Nous pouvons sponsoriser de jeunes artistes qui ont du mal à s'en sortir. Concernant l'entrepreneuriat social, on peut espérer un retour sur investissement de l'ordre de 5% par an. Je veux faire quelque chose de plus positif avec mon argent que de simplement l'investir en bourse, en espérant des bénéfices. Je voudrais pouvoir changer, ne serait-ce que la vie d'une seule personne. Alors Anthony, tu as vu avec les charity shops que la charité pouvait être un commerce, que la philanthropie, ça pouvait être de la finance. C'est probablement ce que l'on appelle le pragmatisme britannique.